Voilà, c'est parti. On peut démarrer. Bon, eh ben, écoutez, merci, bonjour et surtout merci d'être là pour écouter tout cela. Donc, c'est un peu un pari, cette séance de cet après-midi. L'idée est de vous proposer des moments magnifiques. Alors que personne ne sait ce que c'est qu'un moment magnifique, il n'y a pas de problème. Et même quand je dis des moments, on va vous en proposer un en point d'interrogation et puis un en jachère, on va dire ça comme ça. Donc c'est le concept mammifie en jachère. Donc je dirais que les deux autres intervenants ne savent même pas ce que c'est qu'un moment magnifique, c'est-à-dire que je n'ai même pas pris le temps de leur expliquer où ils venaient et dans quelle galère ils venaient mettre les pieds. Simplement, si vous voulez, nous allons retourner cet après-midi au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, et essayer de comprendre comment mathématiques, musique et philosophie se rejoignent. Donc, dans deux époques différentes, le 14e, bien mûr, on va dire, enfin, ils me corrigeront, les deux donc Philippe de Broise et Cécile Beaupin. Ils ne savent même pas, ils ne se connaissent pas l'un l'autre et je n'ai pas pris la peine de vouloir les faire se rencontrer. Disons que moi, je les connais parce qu'ils travaillent, me semble-t-il, sur des problématiques de ce genre, c'est-à-dire philosophie, mathématiques, musique, théologie même, à leur manière et dans leur monde. Et donc, y aura-t-il ou non cristallisation magnifique? Je ne pense pas. En revanche, lien, échange, ben, je l'espère, mais peut-être pas. On verra. Et donc, il aurait été courtois de ma part de les laisser parler et de parler à la fin. En revanche, j'ai pensé pédagogique de prendre la parole la première parce que l'ordre, du coup, l'ordre d'exposer sera chronologique. Et donc, nous allons commencer au 9e siècle, donc dans un moment qui n'a rien à voir avec le 14e siècle. De fait, nous, dans notre 20e siècle et avec nos catégories Moyen-Âge, on a l'impression que c'est la même chose, ça n'a rien à voir. Donc, je vais commencer et je voudrais vous parler de la question qui me semble justifiée. Alors là, pour le coup, on verra si elle l'est, mais en tout cas, la question me semble justifiée de parler d'un moment magnifique au 9e siècle. Donc, le moment magnifique, si j'ai bien compris, c'est un moment où se cristallise dans l'histoire de la pensée un changement important dans la conception de la musique, qui va en même temps qu'un changement important dans une conception philosophique du monde, enfin, de concepts philosophiques, et qui est lié à des changements importants en mathématiques. Donc, si vous voulez, si j'ai bien compris ça, le moment magnifique, mais encore une fois, voilà, nous sommes dans des points d'interrogation, mais le moment magnifique serait un moment où ces approches se nouent et s'irriguent l'une l'autre. Et donc, je voudrais essayer de vous montrer que peut-être, donc au 9e siècle, il y a quelque chose de ce genre. Alors, il y a des ouvrages autour de cela. Il y a le De Musica de Hucbald de Saint-Amand, la Musica et la Scholia Enchiriadis, qui sont anonymes, qui sont donc des traités de musique, hein, comme le nom l'indique. Il y a un ouvrage majeur de philosophie-théologie, comme c'était à l'époque, qui est le Périphuséon de Jean Scott, dit l'Érigène, qui a lui-même écrit des gloses sur Marcianus Capella. Marcianus Capella est l'un des grands synthétiseurs de la science antique. Et donc, notamment, il a écrit sur la musique et sur les mathématiques. Et donc, c'est en glosant ces textes latins que les scoliatres, les écoliers du 9e siècle, eux-mêmes réfléchissaient. Et donc tout ça, donc Jean Scott Érigène se trouve Jean Scott dit l'Érigène, hein, il venait d'Irlande, se trouve au cœur de cela. Et donc en même temps qu'il a écrit une synthèse absolument énorme et remarquable qui s'appelle le Périphuséon, donc non pas métaphuséon, hein, mais autour de la physique du monde. Ce sont des manuscrits, ces manuscrits que je viens de vous énoncer, qui sont très copiés. Boès
Odon de Cluny et plus tard Guy d'Arezzo sont plus copiés qu'eux, mais enfin, ils sont très connus, très répandus. Donc, des ouvrages, une région qui est la région de Saint-Amand, la région de Corbie. Donc, si vous voulez, voilà, une petite région qui est identifiée du fait des manuscrits, etc. D'où sort notamment aussi un ouvrage qui est majeur pour les historiens, qui est la Seconde Bible de Charles Le Chauve, qui donc est très belle et digne d'intérêt. Donc Saint-Amand, Lille, Lens, Sens, voilà, Metz, voilà, la région carolingienne, un berceau carolingien. Il y a évidemment des trous, hein, puisque donc tout le monde s'accorde à dire que ces documents sont de la même région et éventuellement même d'une même inspiration. En revanche, on ne sait pas trop, il y en a 2 qui sont anonymes, etc. Voilà, il y a des trous historiques. Ça ne fragilise pas l'idée d'un moment magnifique, mais disons que ça le déstructure peut-être, ça le désoctorialise en tout cas. Et il est sans doute peut-être plus le produit d'un petit nombre de grands esprits que de 2 ou 3 auteurs précis. Alors, il y a aussi une époque précise, c'est celle de Jean Scott dit l'Érigène. Jean Scott dit l'Érigène, c'est vers 877. Donc, Huguebald de Saint-Amand, vers 840-930. Et donc, on pense que Huguebald est un élève d'élève de Jean Scott Érigène. Donc, si vous voulez, vu toutes les incertitudes qu'il peut y avoir, en tout cas, il y a une même famille intellectuelle, ne serait-ce que parce qu'entre les manuscrits, il y a des références qui se croisent, etc., qui sont indubitables. Donc, on ne sait pas qui, mais en tout cas, c'est bien identifié que ce soit une même famille. Et donc, juste pour entrer en écho avec le travail de François Nicolas, Alguarismi, c'est 780-830. Donc, on est sans doute 1 à 2 générations après. Il n'y a pas de preuve d'échange entre l'un et l'autre, même s'il y a des preuves d'échange importantes entre Bagdad et Aix-la-Chapelle et longues à l'époque. Et donc voilà, voilà ce qu'il y a en tout cas. Et donc, c'est le moment où on se met à écrire la polyphonie, donc à la pensée, et donc aussi, du coup, à penser la musique. Et donc, c'est ça le basculement en quelque sorte. Et donc, c'est associé, me semble-t-il, et c'est ça que je voudrais partager avec vous, à une réflexion philosophique de dimension considérable, et donc qui est portée notamment par le Périphousséon, et qui est entreprise pour penser, le Périphousséon, c'est une appréhension scientifique, étant donné ce que le mot science à l'époque veut dire, en tout cas rationnel, du monde, dans un univers créé par ce qu'il appelle la monade super essentielle, c'est-à-dire la monade qui est au-delà de toute connaissance possible. Et c'est associé, me semble-t-il, et c'est ça que je vais tester avec vous, à une nouvelle pensée du nombre, c'est-à-dire que les livres de référence, c'est Boès, Marcianus Capella dont je parlais, et puis Platon, donc le Timée, dans sa traduction par Chalcidius, donc qui est traduction, commentaire, enfin c'est pas exactement le Timée, mais enfin c'est ça, les livres de référence de l'époque. Mais me semble-t-il, enfin je vais essayer de réfléchir avec vous, ils sont repensés à cette époque-là, et la musique est au cœur, me semble-t-il, de ce changement épistémologique. Donc, vous vous souvenez que Karl Popper dit que la polyphonie représente, je cite, peut-être l'exploit le plus inouï, le plus original, le plus miraculeux même de notre civilisation occidentale, sans exclure la science. Dixit Popper. Donc évidemment, Popper, lui, n'a pas ces connaissances-là. Donc après, ce serait un sujet en soi. Mais voilà, c'est, me semble-t-il, un enjeu qui n'est pas neutre. Donc, sera-t-il convaincant? Nous le verrons. Ce que je voudrais faire, c'est mu, phi, ma. Donc, musique, philosophie, mathématiques, tout simplement parce qu'on va aller de plus en plus vers des choses que je maîtrise le moins. Et que donc, voilà. Donc, musique,
une redéfinition de la musique comme autonome. On parlait d'autonomie ce matin. Je voudrais prendre 2 points ici, en lien donc avec l'aventure de l'écriture de la musique, l'idée d'échelle et l'idée de hauteur. Idée d'échelle, ce sont les signes dits d'Asian que vous voyez là, donc vous voyez sur la colonne de gauche là, hein, qui donne une pensée du tétracorde. Donc ré mi fa sol pour nous, mais ils n'ont pas ré mi fa sol, hein, ils ont ton, semi-ton, ton. Da, di, da, 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 di, da. D'accord, je vais expliquer les signes. Donc ils appellent eux ça protus, déterus, tritus et détardus, hein, en déplacement d'une pensée modale. C'est-à-dire que la pensée modale qualifiait les finales et certaines structures sonores, eux, ils prennent les finales pour en penser des fonctions qui sont organisées du coup dans le son, dans le tétracorde. Donc, ils ont le mot systéma pour dire cela. Je passe là-dessus, mais on pourrait enfin, c'est un terme sur lequel on peut revenir. Donc, en fait, ils ont 4. Alors, oui, donc je vous montre, ça donne ça. Hein. Oh, donc, ce n'est pas forcément polyphonique, mais ça va évidemment permettre d'écrire la polyphonie. Alléluia. D'accord. Donc, alors, si ça veut bien. Ça ne veut pas. Ah voilà, il faut que je fasse ça. Ça va. Donc, ça donne la possibilité de faire de penser une écriture polyphonique. Hein. Et en même temps, on entend hein. Donc polyphonie. Mais donc ça donne des manuscrits de ce genre-là, hein, sur lesquels nous reviendrons. Je voudrais attirer votre attention d'emblée sur la différence des manuscrits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière d'écrire. Vous voyez que le même exemple, Alléluia, est écrit dans un manuscrit comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme cela, comme cela, comme encore cela, etc. Donc, si vous voulez, voilà, il faut réfléchir à partir de cela pour en parler. En revanche, ce qui est intéressant, donc pour revenir à cela, ils partent de ces 4 signes qui sont les signes d'Asian, hein, donc 1, 2, 3, 4, ton, semi-ton, ton, qui en fait n'en sont que 2. Et ça, disons que ça, c'est du violon en G. Hein. Avant, c'est E, là, c'est du violon en G, c'est-à-dire qu'ils partent du H. Le H qui est la lettre grecque et qui est le H pour souffle, hein, d'où le mot d'Asian. Ils en prennent la moitié, vous voyez, la moitié gauche, qu'ils inclinent, hein, et qui donne le to yachens, donc ça donne un T, mais un T couché. D'accord. À ce T, ils ajoutent, donc vous voyez, c'est écrit en haut là, hein, ad caput, etc. On ajoute le S, ou bien le C, ou encore le C, qu'ils ajoutent, vous voyez, en haut des petits signes. D'accord. Donc vous avez un S incliné, ou un C, ou un C. Mais donc ça, c'est première idée. Hein, y a ça, plus le I, le iota pour le demi-ton. D'accord. Donc, c'est ça que je dis, il y en a 2 qui, en fait, quelque part aussi, sont assez proches, puisque entre le T et le I, il y a juste la petite barre. Hein. Donc, 4 signes qui, en fait, n'en sont que 2, qui également sont eux-mêmes très peu différenciés, puisque vous voyez que le C est en fait la moitié d'un S. On est d'accord, on coupe un S et on met donc tous les signes qui marquent le ton sont en fait suivent en fait une seule logique, d'accord? Oui. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut faire un S inversé ou... Alors justement pardon, il me manque. Ah zut, j'ai raté. Ah voilà, c'est là. Donc, ensuite, donc on a le tétracorde, d'accord? Et ensuite, ils ont une logique engendrante, c'est-à-dire qu'ils prennent le miroir, l'inverse et l'inverse du miroir, pour organiser leur tétracorde en haut ou en bas. Donc, on retrouve au milieu là notre tétracorde de gauche, hein, le tétracorde de base, qui est celui des finales. Ensuite, vous voyez, on l'inverse et on retrouve on met en haut. Ensuite, ils ajoutent 2 notes pour faire 18, mais je passe, donc, mais ce sont les mêmes, mais couchés. Et puis, pour descendre, on en a 4 qui descendent. D'accord? Donc voilà, c'est ça leur échelle. Là où Boès avait plus de 70 signes pour écrire la musique. Hein. Boès nous donne des signes
j'y reviendrai, mais donc qui sont des éléments numériquement repérables sur des cordes. Donc, c'est un changement majeur, me semble-t-il, dans la conception du son. Un, le nombre n'est plus là. La question de la mesure du demi-ton n'existe pas. Elle sera récupérée ensuite. Mais pour le moment, l'important, c'est la matière musicale qui acquiert une autonomie et une autonomie engendrante qu'elle n'avait absolument pas avant. Deuxième point, cette échelle est intériorisée. Ce sont des chanteurs. Il leur est demandé donc d'intérioriser par des exercices. D'accord. Donc, ils ont, et donc le demi-ton, de l'entendre, etc. Donc, ils font des exercices de solfège qui sont donnés dans les traités. Deo nostro jucundasit laudatio. Ils prennent des petites antiennes, etc. Et donc là, voilà, entendez donc la fin, etc. Donc, si vous voulez, un espace cognitif autonome, travaillé comme tel, ce qu'ils appellent le sensus interior, qu'on trouve chez Scott et Rigen, le sens intérieur, ce qui a une histoire, donc ce n'est pas le verbum qui est accordé, enfin bon, je passe. En revanche, ce qui est très intéressant et ce qui n'a pas été, me semble-t-il, vu par ceux qui ont fait l'histoire du sensus interior, c'est que ce n'est pas langagier. Le sensus intérieur jusqu'au XIVe, XVe siècle, c'est la capacité d'avoir en tête des éléments de langue, que la langue est intériorisée. Là, vous voyez que ce sont des intervalles. Ce sont des intervalles, donc ce sont des structures qui sont théorisées comme telles et qui sont travaillées comme telles dans leur intériorisation. Donc c'est une activité cognitive proprement musicale, conscientisée, qui se trouve dans le traité de Hucbald. Et donc, l'écriture montre à quel point donc, cette échelle est séparée des lignes. Il ne s'agit pas du tout là de traits de figuration, on peut même la voir de façon horizontale. C'est simplement une capacité à dire n'importe quel des degrés importants immédiatement. Alors, la question, et ce qui a fait que cette notation a été méprisée et décriée dans les siècles, c'est que l'octave n'est pas le repère premier, c'est la quinte. Vous voyez bien que donc ré, mi, fa, sol, la, ré, la. Donc entre la quinte, on retrouve le même type de signe. Mais ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol, la, si, do dièse. Nous sommes d'accord. Et ré, do, si bémol, la, sol. Donc on se retrouve avec des moments où on a des octaves qui ne sont pas justes. Donc en revanche, c'est une structuration musicale, une théorisation musicale idéale pour chanter la quinte, qui est tout à fait légitime à l'époque, puisque qu'on chante do, ré, fa, sol, fa, ou sol, la, do, ré, do, c'est exactement la même chose. Ça leur suffit pour eux, et c'est justement la polyphonie qui va les amener à la nécessité de théoriser la quinte, etc. Donc voilà. Et chaque son a une virtus, c'est-à-dire une qualité intrinsèque qui le distingue des autres et qui le rend unique. Cette virtus n'est pas une hauteur absolue, c'est une relation en relation avec la précédente. C'est dans le tétracorde, la virtus à l'intérieur du tétracorde qui est manifestée par ces signes. Et donc, ces relations déterminent des potestas qui sont les propriétés spécifiques de chaque mode. Et donc, les lignes, du coup, quand ces signes sont écrits sur des lignes, les lignes ne sont pas des clés, ne sont pas des lignes et ces signes ne sont pas des clés. Voilà, c'est ça qui me semble important. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, deuxième point, ces lignes et cette hauteur. Qu'est-ce que ça nous dit de la visualisation quand ils nous disent dans les traités, les lignes sont absolument pas une portée, c'est une représentation stylisée des tuyaux ou des cordes. Donc, oui. Comment sait-on quel des tétraccordes on a si on passe au tétracorde plus haut, par exemple? Eh ben, les signes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, où est ma... voilà. Donc là, donc... D'accord? Donc, ce signe, le signe qui vient après, il n'est pas le même que... Donc, voilà, là, on a... Voilà. Donc, Alléluia. Là, on est dans une quinte. Et donc, le signe de la quinte n'est pas le même que le signe de base. En revanche, il est bien relié au signe de base. On voit bien qu'il est inversé, tout simplement, visuellement. Et le demi-ton se retrouve là. Ça va?
Le demi-ton, c'est le I transfixus, qui lui, le I qui est là, qui est iota, qui va devenir transfixus dans l'hexacorde. Voilà, le demi-ton, il devient une espèce de petit N, ou bien il est transfixus là en haut, donc croisé. Quand je dis transfixus, c'est ce qui est dans les traités. Hein. Voilà. Donc les lignes, donc c'est la visualisation des tuyaux ou des cordes. Hein. Ce n'est pas une portée, c'est une représentation stylisée du lieu où l'on peut entendre les sons. Hein. Donc ça vient de Boès, ce n'est pas complètement neuf, c'est-à-dire que Boès faisait ça aussi. En revanche, Boès, et vous voyez, Proslambanominos, il commence le grave en aigu. C'est-à-dire qu'il représente les cordes, mais il les représente dans leur lieu où elles sont, et ça ne dérange pas de mettre ce qui pour nous est grave en haut. D'accord ? En revanche, ces signes sont toujours orientés de bas en haut, et donc on voit du coup que ces signes, vous voyez, ils sont mis ensemble à côté des lignes. Ce ne sont pas des clés. C'est la manifestation de la structuration intérieure que le chanteur a réussi à acquérir, au point que, selon les manuscrits, on trouve même des choses dans des colonnes, vous voyez, comme ça. Il y a la colonne, et puis les lignes, elles ne sont pas là, elles sont sous-entendues, ou elles sont à la pointe sèche. Encore une autre colonne dans un autre manuscrit, colonne. Donc, ou bien alors, c'est vraiment séparé, et puis la ligne en sort. Donc, il y a vraiment deux choses différentes qui, me semble-t-il, alors ça c'est du violon Angers, j'interprète, sont vus de manière verticale, c'est-à-dire qu'il y a le sensus interior à partir duquel sont sortis les tuyaux, et c'est un dessin qu'on a là. Mais bon, on n'est pas du tout en tout cas dans la clé de la portée. Alors, cette notion de hauteur du son, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Donc, c'est altitudo sonorum, hein, la hauteur du son. C'est évidemment un changement de conception du rapport au son et à la musique, puisque c'est elle qui permet d'écrire ainsi. C'est parce qu'on a l'idée de hauteur qu'on peut mettre les signes de haut en bas sur une portée. Oui. Désolé, je ne sais pas comment comprendre. Donc, les lignes, ça correspond à des voix, mais à des tuyaux. Des tuyaux ou donc fistula, cordae, sive fistula, donc des cordes, des boyaux ou des tuyaux. Donc les tuyaux, ils travaillent beaucoup sur les tuyaux d'orgue et la taille des tuyaux d'orgue et où est-ce qu'il faut les placer, ou bien sur les cordes donc des harpes, ce sont des Irlandais, donc des petites harpes irlandaises, et donc ils travaillent beaucoup là-dessus, et donc ils représentent, ça c'est vraiment, j'ai pas le texte là, mais c'est vraiment dit, ces cordes, ces lignes-là ne sont pas notre portée, hein. Notre portée, on fait 4 lignes, là c'est une image du lieu où sonne ce que nous avons dans la tête intérieure, la structure que nous avons nous-mêmes intériorisée en tant que chanteur. D'accord ? Donc, il y a la voix qui se trouve en lien finalement avec le lieu où on peut vérifier qu'elle sonne comme elle doit sonner. D'où la notion de représentation stylisée. Oui, de représentation stylisée et de haut en bas. Et c'est ça qui m'importe aussi, parce qu'évidemment, pour la polyphonie, ça va être essentiel. Il faut avoir cette notion d'altitudo sonorum, de haut en bas, pour pouvoir mettre cela. Donc voilà, sur la hauteur de son, il y aurait beaucoup à dire, mais je passe. Et donc, ce qui m'intéresse aussi là, c'est donc cette autonomie du son par rapport au nombre. C'est-à-dire qu'avant d'être mesuré ou calculé, le demi-ton est perçu. Le calcul du demi-ton, c'est un moment essentiel dans l'Antiquité, puisque c'est un moment où on n'arrive pas à trouver de valeur juste, c'est irrationnel, il reste tout, etc. Là, on ne se pose pas la question. Pragmatiquement, il est fondamental qu'un chanteur de polyphonie ait conscience du demi-ton et qu'il ne se trompe pas. Donc, le demi-ton est inclus dans la structure du tétracorde, et les traités proposent donc des exercices pour le rendre conscient. Ce n'est pas, je cite, le demi-ton est ce qui n'a pas l'espace plein des tons. Voilà. Ce qui n'a pas l'espace plein des tons. Voilà, ça suffit pour le chanteur. Il y a le ton, et puis il y a le demi-ton. Et le demi-ton ajoute à la suavitas de l'ensemble. Donc voilà, il y a toute une série de représentations, etc. Et donc du coup, la définition du ton change parce qu'il devient un intervalle spécifiquement sonore. On définit toujours le ton de la même façon, donc ils reprennent exactement les définitions, donc spatium cum legitima quantitate, que l'on trouve chez Marcianus Capella notamment et chez Boès. Le ton est un intervalle, un espace, spatium, d'une grandeur bien définie. Mais la différence,
entre la mesure ils font là une différence conceptuelle, et ça c'est neuf, entre ce qui est la mesure d'une distance et la mesure d'un intervalle sonore. Or, cette différence, elle n'est pas faite dans les traités ni chez Marcianus Capella ni chez Boès, mais elle est très claire chez Jean Scott Érigène, et notamment, il l'a fait au moment de réfléchir sur le cosmos, c'est-à-dire que on disait, vous savez, il y avait la gamme du ciel, la musique des sphères, chez Platon, et donc l'intervalle Terre-Lune, c'était un ton. Et donc, ça fait 126 000 stades, donc ils ont réussi à calculer, etc. Et donc, Jean Scott Érigène nous dit noir sur blanc, il ne faut pas confondre 126 000 stades, donc l'intervalle Terre-Lune, la distance. Et en plus, la Terre est immobile, donc la Terre ne sonne pas. Donc, de toute façon, il ne faut pas confondre cela avec le ton musical qui, lui, est 24, enfin, je ne sais pas s'il il le calcule par ailleurs. Et donc, je cite encore Jean Scott, Pythagore a conjecturé pour montrer que les rapports proportionnels qui régissent les intervalles musicaux s'appliquent également aux distances entre les cordes, mais les philosophes désignent sous le nom de ton à la fois les diastémata, c'est-à-dire les intervalles entre les sons, et les analogias, c'est-à-dire les rapports proportionnels entre les sons. Et donc, il faut faire la différence fondamentale, nous dit Jean Scott, entre les diastémata, qui sont des rapports mesurés, et les analogias, qui sont des rapports proportionnels, qui supposent quelque chose de continu. Je vais revenir là-dessus. Donc, la réflexion sur la polyphonie est le lieu où il différencie ces choses-là, parce que, donc il le dit, mais à plusieurs reprises, quand on met des chanteurs ensemble, le lieu où ils chantent n'est pas relié à la hauteur qu'ils chantent. De la même façon, c'est pas parce qu'on met des tuyaux d'orgue dans un sens ou dans l'autre que leur lieu désigne la hauteur. Donc il y a vraiment un effort conceptuel majeur à l'époque pour justement autonomiser l'idée de distance sonore, si je puis dire, de mesure du son proprement dite. Alors, le son, du coup, est engendrant parce que la cause est le ton. Et donc, on retrouve, du coup, nos notations. Boès connaît parfaitement la structure d'une tétracorde. En revanche, il la pense comme addition, c'est-à-dire qu'on ajoute les tons les uns avec les autres et puis on mesure les distances de cordes. Tandis que ici, ils comprennent bien qu'ils répètent une structure. C'est une structure qu'ils répètent et l'écriture le montre, qui peut aller potentiellement jusqu'à l'infini, je cite, donc Boès il s'arrête, ça va jusqu'à l'infini, et donc le tétracorde est appréhendé par sa potentialité engendrante, c'est-à-dire que la même structure peut être répétée à différentes hauteurs. C'est donc un système auto-organisé par ses propres lois, qui est clairement pensé ici, mis en œuvre. Donc je souligne vraiment l'interprétation, l'originalité de cela, parce que donc Boès à l'époque ne pense pas du tout les choses comme ça. Il part des longueurs de cordes et il construit arithmétiquement les choses. Et donc pour cela, ils ont un nouveau concept qui n'est pas la note, puisqu'ils n'écrivent pas encore en note, qui est la ptongue. La ptongue, ptonga, donc ça vient du grec, ça n'est pas non plus la syllabe. La syllabe, c'est l'unité dans la psalmodie, dans le chant psalmodique, dans le chant, on part à partir de syllabes. Là, c'est la ptongue, donc ils conceptualisent ça. La ptongue, je cite, ce sont les voculae in canore concordandes, quae sunt harmoniae elementorum. Donc, ce sont des petites voix qui concordent dans le chant et qui sont les éléments de l'harmonie. Voilà, la ptongue. Donc, résultat, qu'est-ce que c'est que la musique pour ces gens? La musique est finalement une image sonore de quelque chose qui est l'harmonie. Et l'harmonie, on parlait tout à l'heure d'écologie. L'harmonie, évidemment, là, dans ce monde, c'est l'harmonie du monde. Donc, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais je passe ici. Et en tout cas, l'écriture manifeste quelque chose de l'autonomie de cette organisation sonore du monde. Et les syllabes, et donc ça, c'est ce qui est neuf, enfin, c'est ce qui est différent et c'est ce qui va demander aussi beaucoup donc, ce qui va demander de l'élaboration, c'est la partition, évidemment, les clés, l'élaboration conceptuelle, mais c'est aussi le fait que les syllabes ne sont pas chantées à l'intérieur. Tandis que là, les syllabes du chant sont pensées comme étant à l'intérieur de la structure sonore du monde. Le chanteur, il se place
c'est ça que nous dit cette visualisation. Le chanteur, quand il a ça à dire, il se place à l'intérieur de cette structuration qui est préjugée belle pour toute une série de raisons. Donc, la musique est séparée des mots ordinaires. Visuellement, ça se voit très clairement. L'autonomie est sonore. Hein. Le chant en tant que chant n'est pas autonome. Et c'est la prononciation, c'est la prononciation de la structuration, en quelque sorte. Hein. On a cette structuration en tétrachorde, et la musique, c'est la prononciation de celui qui, dans son fort intérieur, a fait sien tous ces principes essentiels qui organisent le monde et qui l'engendrent. Donc, voilà, et derrière cela, il y a toute une esthétique sur laquelle nous reviendrons éventuellement si vous le souhaitez. Il n'y a pas de hauteur des sons à l'intérieur du tétrachorde. La hauteur des sons, c'est un peu le rapport des tétrachordes. Il y a des fonctions. Il y a des fonctions de son les uns par rapport aux autres. Et cette idée est rapportée à l'idée de hauteur d'une manière générale, donc la hauteur des sons, hein, qui, donc, du coup, permet qu'on explique qu'on les écrive de haut en bas. Hein. Alors que si on écrit, par exemple, Boès, il écrit avec des lettres ABCD, donc vous avez vu ces notations. Hein. Mais à un moment donné, il décide, et donc ça, c'est les notations musicales de Boès, d'accord ? Mais à la fin du traité de l'institution harmonique de Boès, il prend une corde et puis il dit A, B, C, D, E, etc. Soit A, B, C, D, E. Mais là, ce sont des repères. Ce sont des repères sur la corde, construisons A tel que, enfin, comme quand on dit le carré, A, B, C, D, E, etc. Hein. Donc, et c'est devenu ensuite, ces lettres A, B, C, D, E sont devenues ensuite des noms pour dire les hauteurs. Mais sinon, mon tétrachorde, je peux l'écrire aussi horizontalement. Oui. Horizontalement, par exemple, il n'y a pas de hauteur Non. dans le sens. Non, elle est intériorisée. C'est pour ça que je disais que la colonne, là, me semble très importante. Donc, ces signes sont écrits sur une colonne. Et la colonne, enfin, là, c'est de moi. Hein. Je n'ai pas de texte qui le prouve. Les cordes et les tuyaux, j'ai des textes. La colonne, interpréter cette colonne, en plus, elle n'est pas dans tous les manuscrits, mais il me semble que cette espèce de verticalité qui est là prouve la verticalité intérieure, du sens intérieur du chanteur. Mais bon, ça, c'est une question et ça peut être critiqué. Ça va ? Fi. Donc, donc, je vais essayer de relier cela à donc, la pensée que l'on trouve rapidement chez l'immense auteur qui s'appelle Jean Scott, dit l'Érigène. Donc, je ne vais prendre là que ce qui inscrit la musique dans une ontologie. Et donc, ce sont des catégories, c'est-à-dire qu'en fait, il va réinterpréter toutes les catégories aristotéliciennes à l'intérieur des catégories de l'être, d'une manière générale, et de la matière. Donc, c'est son grand déploiement. Donc, je ne vais prendre là que quelques éléments. Donc, la matière sonore n'existe que par ses qualités, nous dit-il, c'est-à-dire que tout l'enjeu du premier livre du Périphoucéon, c'est de réfléchir sur la nature créatrice et incréée, qui est principe de toute chose. Et donc, il faut reprendre tous les éléments de la nature concrète et montrer comment la matière qui semble la plus perceptible, la plus concrète, est en fait est perceptible par les sens. Hein. Donc la matière est pourvue de formes, de rationalité, etc. En fait, elle relève d'une cause souveraine, je cite, sans forme et sans limite, non pas dénuée de forme, mais qui, je cite encore, excède toute forme sensible et intelligible. Donc la matière, sous ses aspects et ses qualités, la matière aristotélicienne relève d'autres choses. C'est une matière informe en tant que matière qui est accessible uniquement par l'entendement. Nous la percevons par nos sens corporels parce qu'elle reçoit qualité, quantité et autres propriétés, mais Boès, nous dit Jean Scott, sur ce point n'a pas été assez précis, etc. Et il prend l'exemple de l'ombre pour nous faire comprendre ça, c'est-à-dire que l'ombre est une donnée visuelle, elle est produite par la lumière et le corps, et pourtant elle est indépendante d'eux. Mais donc, en regardant l'écriture sur ligne, hein, on peut voir, enfin ça c'est mon interprétation, là c'est plus dans Jean Scott, on peut voir que ça suppose le son. Avant de tirer les lignes, et donc de manière en hauteur, ça suppose que le son existe de manière informe, sans qualité, et à partir de ce que j'ai intériorisé, eh bien, il arrive. Enfin, je vous propose en tout cas cette interprétation qui peut être évidemment discutée. Il y a, me semble-t-il, l'idée d'un son préalable à toute qualité ici,
Et le rapport mathématique qui permet d'obtenir le son sera donc interprété comme une qualité de sa substance. En tout cas, ça, oui, ça c'est de Jean Scott. Donc, le son devient un principe. Et ça, c'est important. Jean Scott revient particulièrement sur le ton dans le cadre d'une réflexion sur la monade. Et donc, le monde participe, l'approche, le monde physique participe de l'ensemble. Toute chose, toute forme, toute qualité participe de sa cause. Et donc, le ton est compris donc non plus comme une distance arithmétique, mais comme le principe du son. Et donc là, donc ça c'est dans Jean Scott. Hein. La musique ne débute-t-elle pas aussi à partir du principe que l'on appelle le ton, etc. Enfin, j'ai les citations. Donc je n'invente rien. Donc si vous voulez, on comprend aussi l'idée d'engendrement que l'on avait tout à l'heure dans les signes. Hein. Et l'image phare de ce raisonnement n'est pas arithmétique ou linéaire, comme chez Boès, elle est géométrique, circulaire, engendrante, puisque c'est le point qui concentre et qui engendre tous les rayons des cercles à mesure qu'ils s'éloignent. Et donc, du coup, on comprendrait assez bien comment, du coup, on n'a pas besoin de connaître le ton avec exactitude. Il faut au contraire l'intérioriser. Le calculer n'est pas nécessaire, en tout cas au début. Il faut le mentaliser en quelque sorte. Hein. Et donc, d'éléments de mesure au départ chez Boès, le ton se trouve du coup assimilé explicitement à la monade comme l'une des manifestations de la monade superessentielle. Donc, en d'autres termes, la question de la mesure objective est rapportée à une unité numérale qui subsiste sous un mode causal éternel dans la monade. Je cite encore. Donc, si vous voulez, voilà, on pourrait développer cela. Donc, la monade, du coup, le nombre n'est plus le principe qui ordonne l'univers. Ça, c'est vraiment important aussi, donc dans le basculement. Hein. À la différence de Boès, et encore plus donc de Pythagore et de Platon, Jean Scott ne place pas le nombre au premier rang. Ce n'est pas le principe qui ordonne l'univers. Boès nous disait que Dieu avait créé le monde en regardant les nombres et que c'était justement ce principe. Mais donc Scott nous dit que de toute façon, Dieu étant une relation, il ne saurait de toute façon être un nombre et il est au-delà du nombre. Et donc le nombre, donc du coup, n'est pas le principe qui ordonne l'univers et d'autre part, n'est pas un modèle pour la création. Et c'est là qu'on a la notion très importante chez Jean Scott de participation. Les nombres procèdent de l'unité comme les rayons du cercle procèdent du centre, on l'a vu, comme les êtres de la cause suprême. Donc, Dieu est à la fois créateur de toute chose, créé en toute chose, et disons que cette conception n'est pas du coup une conception du monde comme fabricant. Hein. Dieu n'est pas le fabricant du monde comme chez Platon, le démiurge qui fabrique le monde et ce n'est pas non plus un panthéisme parce qu'il y a bien la monade superessentielle qui est là. Je dis ça parce que Jean Scott la pensée de Jean Scott a eu une fortune très irrégulière et il a été absolument condamné par l'Église au XIIIe siècle, donc 4 siècles après notre siècle, au nom de panthéisme. Donc ils n'appelaient pas ça panthéisme, mais enfin comme une déviance absolument majeure par rapport à la pensée chrétienne de l'époque. Donc si vous voulez, du coup, évidemment, on l'a beaucoup moins lu et on l'a lu autrement. Mais donc, en tout cas, je voudrais racheter avec le pape Benoît XVI, qui l'a réhabilité récemment, racheter Jean Scott de ce péché de panthéisme, même si sa pensée est tout à fait particulière. Alors, je pourrais développer, on retrouve des choses dans la Musica Imperialis, peu importe, mais donc, du coup, j'ai un peu développé Phi, et donc je voudrais arriver à Ma en lançant des pistes de débat et de contradiction. Donc, ce système est la mesure, ce système suppose le son musical étant considéré comme un lieu arithmétique discontinu, il est important d'élaborer du continu. Et donc, il me semble que là, on est en train de passer d'un nombre qui est discontinu chez Boès chez les Carolingiens, par la notion de hauteur, un nombre qui construit une grandeur continue
autonome, donc engendré par une structure de base. Et donc, la mesure grecque du son transmise par Boès était nécessaire, mais discontinue. Or, nos traités nous disent entre les ptongues, il n'y a pas de silence. C'est-à-dire que notre son, il est continu et les nombres ne distinguent pas des éléments discontinus. Ils s'ajustent au moment où on les entend. C'est une pensée du nombre, certes, mais le nombre vient dans un deuxième temps seulement pour expliquer pourquoi, quand on superpose des sons, eh ben, c'est beau. Et donc, du coup, on va retrouver les proportions là dans la superposition des sons. Hein. Mais donc, c'est d'abord une pensée qui part de ce que l'on entend, hein, et donc, du coup, qui situe le nombre comme ce que l'on découvre, comme ce que l'on redécouvre de manière à l'intérieur de quelque chose qui est pensé comme continu. Et donc, tout cela va du coup dans l'idée de mesure concrète de l'accordage et du mouvement sonore. C'est-à-dire que du coup, le nombre va être utilisé non pas pour structurer une échelle linéaire, comme chez Boès, hein, mais en revanche pour essayer d'être découvert dans l'accordage donc polyphonique et dans le mouvement sonore, c'est-à-dire comment on passe d'une voix à l'autre. Voilà, je vous mets de la polyphonie pour quand même que ça y est. Et donc, du coup, il me semble que l'opposition arithmétique-géométrique est revue. François Nicolas nous explique que chez Al-Khwarizmi, la chose est la formalisation de quelque chose qui peut être aussi bien un nombre qu'une grandeur. C'est-à-dire que jusque chez Boès inclus, on fait la différence entre les grandeurs, le nombre et la grandeur, et entre les magnitudes, et entre les grandeurs et les quantités. Et donc, ce sont des choses différentes. Un carré n'est pas racine de 2, et racine de 2 est une grandeur, n'est pas un nombre. Et donc, ce sont des mondes séparés, et il n'est pas possible d'utiliser l'arithmétique pour faire une démonstration géométrique. Voilà. Et donc, François Nicolas nous montre que la chose chez Al-Khwarizmi, est donc le début de l'algèbre, est l'un des lieux où justement quelque chose dont je ne connais pas la nature, est-ce une longueur, est-ce une grandeur, est-ce une somme de quoi s'agit-il, peu importe, c'est la chose. Et donc, ça permet de sortir de cette opposition grandeur-multiplicité. En revanche, il me semble que Jean Scott fait avec le son quelque chose de complémentaire via la réflexion sur la musique, c'est-à-dire sur le son. Je cite, le son n'est pas de l'arithmétique, mais c'est, je cite, non, c'est moi. Le son n'est pas de l'arithmétique, c'est du continu, donc ça devrait relever du géométrique. En revanche, je vais citer la Scolica Enchiriadis. Donc, la Scolica Enchiriadis nous explique qu'il y a deux parties dans les sons, etc., enfin bon, via Boès, et elle se met à définir à ce moment-là la musique, et j'essaye de vous retrouver. Voilà, l'arithmétique fonde donc. L'arithmétique, c'est la science du continu. Hein. Il y a la géométrie qui est la science du continu. Après, il y a l'astronomie et puis le quatrième qui est la musique, justement. La musique, donc le son. Hein. Donc, l'arithmétique fonde la musique à partir d'elle-même par la similitude de ces deux sortes de quantités, multiplicité et grandeur, et d'une façon admirable, elle dépose dans une concordance suave les voix mélodiques par toutes deux passions contraires. C'est-à-dire que la musique est le lieu qui unit les grandeurs et les multiplicités pour simplement les trois premiers niveaux. Donc, le double, le double, le triple, le quadruple et la moitié, le tiers et le quart. Hein. Et donc, voilà, et ça, c'est dans la Scolica Enchiriadis. Hein. Nous contemplons ce qui existe pour autre chose, parce que par elle, la suavité harmonique est modérée de façon divine, c'est-à-dire que la musique n'est plus le lieu, le quatrième lieu, donc grandeur, discontinue, etc. C'est le lieu qui permet d'unifier. Alors, je vous montre. Donc, le double, enfin, ce qui est grandeur et ce qui est multiplicité, c'est-à-dire ce que je peux augmenter. Donc, ils prennent l'exemple de tas, un arbre et puis un tas de cailloux. Hein. Un tas de cailloux, je peux le diviser, mais voilà. Et un arbre, je ne peux pas le diviser. En revanche, je peux avoir 2 arbres, 3 arbres, 15 arbres, mais je ne peux pas diviser un arbre. Un tas de cailloux, je peux le diviser, mais voilà. Donc ce sont des natures de nombres différents. Et donc, la musique
est le lieu où pour les petits nombres, c'est-à-dire 2, 3, 4, on peut unifier les deux. Donc c'est représenté là dans ce manuscrit de cette façon-là. On trouve d'autres représentations où on trouve les deux mis ensemble. Mais en tout cas, donc, le bel équilibre des 4 disciplines du quadrivium, donc la voie des nombres articulée à l'organisation de lettres, etc., n'existe plus puisque donc la musique devient le lieu d'un continu qui ne fait intervenir certes que quelques inégalités numériques, mais qui leur permet d'unir des choses dissemblables. Donc voilà, et donc le problème du demi-ton, du coup, arrive tout à fait à la fin, et donc on peut le faire de façon empirique. Hein. Il n'y a plus besoin de le mesurer. Et alors, donc, il y a ensuite toute une réflexion, mais donc c'est pour ça que là, j'arrive à qu'est-ce que c'est qu'un nombre. Il y a toute une réflexion sur est-ce qu'il y a les nombres qui engendrent les nombres qui ne sont pas engendrés, est-ce que 1 est un nombre ou ne l'est pas. Enfin, donc, si vous voulez, il me semble qu'il s'interroge du coup d'une façon assez neuve sur ce qu'est un nombre. Mais quand je dis assez neuve, là, bah, je passe la main à la discussion et aux questions. Voilà. Alors, oui. Je vais juste raconter le rapport avec l'ombre. L'ombre, elle existe comme... Oui, c'est pour dire que l'ombre a une cause, en fait. Je ne dirais pas que pour Jean Scott, l'ensemble de l'univers est l'ombre de la monade, mais en tout cas, pour lui, la monade engendre par trop-plein. Donc, certainement pas, comme je le disais, par acte créateur, démiurgique, etc., mais par débordant. Donc, cette monade, elle est à la fois... donc, il y a la voie de la connaissance, il y a la voie, évidemment, de la négative, hein, mais elle est même au-delà de la voie négative, c'est-à-dire ce qui n'est pas, etc., etc. Donc, la monade super essentielle, qui est inatteignable, mais qui contient tout, et elle engendre par trop-plein le monde. Voilà. Et donc, il prend l'ombre et il prend d'autres exemples dans le Périphocéon pour essayer de nous donner un exemple de ça. En fait, Jean Scott connaissait le grec. Il a traduit, donc Chalcidus, c'est dans le texte latin, on pense qu'il peut l'avoir eu, mais il a traduit Denis l'Aréopagite, donc les hiérarchies célestes, et Maxime le Confesseur. Donc, c'est à partir de ça qu'il réfléchit. Et puis, donc, il fait ça, en revanche, à l'occidental, si je puis dire, c'est-à-dire en intégrant la matière de l'ensemble du cosmos dans sa réflexion, ce que ne faisaient pas les Grecs ni Denis l'Aréopagite. Denis l'Aréopagite, c'est les anges. Enfin, tout ça, on est dans le monde des anges. Lui, on est dans le monde du son. Et donc, c'est bien justement la différence. Écoute, je ne suis pas sûr d'avoir compris la démonstration, mais je crois avoir compris la conclusion. Au passage, ça m'intéresserait bien si tu rendais accessible ton texte, parce que pour moi, c'est très difficile de se mettre dans... Oui, non, c'est pas très travaillé, c'est ça le problème. Si la conclusion est vraie, c'est assez formidable, si tu veux, ce que tu nous proposes. Hein. Parce que, si tu veux... J'ai comme l'impression que tu nous proposes la musique comme double sensible de l'algèbre. Le parallèle avec Al-Khwarizmi est frappant. Enfin, j'imagine qu'en fait, ils ne se connaissent pas du tout. Donc ça oui, c'est la même époque, en revanche, à l'incertitude d'une génération et de la datation des manuscrits près. Donc d'abord, ça va tout à fait dans le sens, effectivement, d'un moment magnifique, parce que ça voudrait dire que le son, donc la musique, serait d'une façon le dual sensible de l'algèbre qui est dans la figure intelligible. Parce que la chose chez Al-Khwarizmi, c'est le petit x en fait. Hein. C'est le petit x qui peut désigner aussi bien des longueurs que des nombres, etc. Et effectivement, ça permet de créer un pont entre deux continents séparés, dans l'arithmétique et la géométrie, et encore une fois séparés par une muraille par Aristote, hein, qui interdisait la démonstration. Et là, ce que tu nous proposes, c'est une vision où, au même moment, la musique fait la même chose, mais au lieu de le faire dans la polarité de formalisation, plutôt dans une polarité d'interprétation sensible
et donc créerait un espèce de pont sensible là où l'algèbre propose un pont intelligible. Alors, Ouais. si c'est vrai, parce que là, Oui, voilà, c'est à discuter. Hein. Ta démonstration, je n'ai pas trop compris, mais la conclusion bon. est assez excitante, hein, franchement. C'est assez excitante parce que ça voudrait dire qu'au même moment, on aurait deux manières de dépasser, encore une fois, la séparation d'Aristote entre arithmétique et géométrie, par deux versants duals, l'un étant plutôt du côté de l'intelligibilité calculatoire chez Abraham, et toi étant plutôt du côté du sensible, et dans lequel c'est l'opération musicale qui est cardinale. Si c'est vrai, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est génial, ça devient très intéressant du point de vue de... Ils ont inventé un type d'image qui est le schéma. Je veux dire, après, ça devient la partition. On est loin de la partition, parce que pour arriver à la partition, il faut aussi encore beaucoup de ruptures, de débats, etc. La première chose à faire, c'est de repenser la parole et le langage. Donc, c'est quand même pas... ce n'est quand même pas rien. Mais ils inventent un système d'écriture qui est aussi une image et qui, voilà. Et alors, ceci dit, si tu veux, ça irait dans le sens, là, je conjecture, mais d'un rapport, pour moi, qui est toujours assez manifeste, mais d'un rapport compliqué, c'est un rapport dual entre, effectivement, la musique et l'algèbre. Ça, je pense pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, ne serait-ce que sous la figure de l'écriture, si tu veux. Enfin, tu vois, il y a quelque chose dans l'écriture musicale spécifique que ça fait, qu'il y a quelque chose d'aussi énigmatique que l'écriture algébrique de l'arithmétique et de la géométrie. Enfin, donc là, dans ce parallèle qui a une vieille histoire, tout d'un coup, tu nous en proposerais une figure événementielle quasiment au IXe siècle qui conjoint les deux, enfin qui conjoint chronologiquement. Enfin, voilà. Donc si c'est vrai, c'est pour ça que j'aimerais... C'est à discuter, je pense. De toute façon, il faut regarder les notes en bas de page, il faut aller vérifier qui dit quoi, etc. Je veux dire, on est bien d'accord que... C'est pour ça qu'il faudrait... Il n'y a pas quelque chose de plus développé qui développe ça dans tes propres travaux? Je vous soumets des choses un peu neuves pour moi. Mais là, ça vaut donc, vraiment la peine voilà. de noter, si tu veux, parce donc, que si c'est vrai, c'est décisif. C'est décisif, là, ce que tu me proposes. Si c'est vrai. Si c'est vrai. Si Vero, bene trovato. Bon, ben voilà. La démonstration est très difficile, hein, quand même, pour nous. Enfin, je sais pas comment ah bon, vous avez... Oui. C'est une question. Je ne sais pas si j'ai compris, je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que dit François. J'ai l'impression que le son, tu parlais que tout est intériorisé, donc le son, il est quelque part continu, et que le système de notation, que tu dis ce sont des intervalles et c'est une structure, vient se structurer, pour le coup, cette structure d'intervalles. Ce sont préalables. Disons que c'est ce que je crois avoir compris, mais... Alors, est-ce que ça correspond est-ce que c'est le pont? Est-ce que ça, c'est le même pont qu'entre géométrie, arithmétique avec l'algèbre? C'est ça le point, parce que ça peut... Mais moi, j'ai l'impression qu'il est déterminant, c'est peut-être moins le son que le sensible. C'est-à-dire tout le fait que le son, tu nous l'as répété plusieurs fois, est ce que tu sens d'abord. Donc, quand tu sens le son, tu le sens à la fois dans sa continuité et dans son côté discret, puisque précisément, tu as le tétracorde. Le tétracorde, il te compte 4, donc là, on est dans la continue. C'est-à-dire que donc, tu saisis à la fois une adéquation, une correspondance, etc., entre quelque chose qui est plutôt du côté du nombre, le tétracorde, et quelque chose, potentiellement, même si tu ne l'as pas mesuré, c'est pas une question, du côté du discret, quelque chose qui est plutôt du côté du continu. Et l'opérateur qui te donne la synthèse de ça, c'est l'opérateur sensible. C'est quand même ça, c'est l'intériorisation sensible. Voilà. Ce qui va à l'opposition de l'algorithmie, où c'est l'algèbre, où cette fois c'est l'intelligible, la formalisation par la lettre, etc. Et donc on aurait un pont intelligible, un pont sensible qui correspond au fait que, on pourrait dire, il y en a un qui est plutôt adéquat à la figure de l'interprétation et l'autre à la formalisation. Enfin, tu vois, si on prend les... Voilà. Chez Jean Scott, le son est la première manifestation de Dieu. Donc moi je dis c'est le Big Bang, mais bon, peu importe. Mais non, mais c'est pour rendre les choses un peu... Mais c'est dans son commentaire sur l'évangile de Saint Jean, il dit voilà, il y a la voix, puis après il y a le reste. Et donc ça c'est continu, intériorisé, et de manière sensible,
on peut en produire une structure discontinue. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et auto-engendrer, engendrer à partir de ces deux, donc la lettre d'Asiane et puis le demi-ton, qui ensuite construisent tout l'ensemble. C'est impressionnant, ça, je trouve, en termes d'écriture, quoi. Oui. Et donc, c'est la base. C'est-à-dire que quand on voit Guy d'Arezzo arrive un siècle et demi après, Guy d'Arezzo connaît ça et le cite en disant ça n'a aucun intérêt, mais n'empêche que c'est la base de la solmisation. Donc, Guy d'Arezzo, il apporte l'octave, ce que n'a pas là. Donc, c'est un changement considérable. Puis, bon, c'est un renversement de la pensée. Mais Guy d'Arezzo connaît ça. Justement, là, j'ai trouvé ce qui est aussi décisif dans ta démonstration, je sais pas, c'est la question du. Tu n'as pas la quinte. On n'a pas besoin de la quinte. La quinte, c'est le redoublement de. Voilà. Non, mais on n'a pas besoin de l'octave, je veux dire. Non, on n'a pas besoin de l'octave. C'est une caractéristique acoustique, alors que là, on n'est pas exactement dans l'acoustique. C'est ça qui est passionnant. Et donc, ce qu'il dit, c'est que, parce qu'ils font de la polyphonie, donc ils se rendent bien compte, évidemment, que quand ils superposent la même chose, donc à la quinte, ça marche très bien, mais à la quarte et à l'octave, ça ne marche pas toujours. Donc, il y a une mutatio admirabilis qu'il faut faire. Une mutatio admirabilis pour retrouver les choses. Mais c'est acoustique. Et c'est là aussi où il est complètement différent de Boès. Boès nous dit, très explicitement dans le Di Musica, sur une ligne, on peut raisonner un cercle, même s'il n'est pas juste, parce qu'il n'est pas tracé, on peut raisonner. Sur le son, on ne peut pas. Eux, ils raisonnent sur le son. C'est vraiment un renversement profond par rapport à Boès, je crois. Oui. Ça vaut vraiment la peine de travailler ta démonstration. Bon, de travailler. Non, je crois. C'est une question, peut-être que c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, mais les connaissances médicales à l'époque, est-ce qu'on étudiait les cordes vocales? Je ne sais pas. On avait une idée du lien justement entre les sons, la musique et physiquement. Je ne sais pas. Je sais que ce sont des chanteurs, en tout cas, ça c'est sûr. Ils chantent toute la journée, ils chantent à 5 heures du matin, les jours de fête, etc. Ils chantent toute la journée. Mais quelle était leur connaissance médicale sur le sujet? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils savaient qu'il faut que le larynx monte et descende pour faire varier. Ah, ça, je pense qu'ils savaient. Ils savaient où était le haut et le bas. Ils le savaient. Ça tirait sur une corde. Ah si, ils tiraient sur une corde, ça ils le savent, ils passent leur temps à gratouiller. Ah, que la corde là est comme la corde là. Bon, ils peuvent dissoquer des cochons, les cochons qui font. Alors, tout ça est très savant, alors comme je suis tout à fait ignorante de absolument tout. Mais quand même, en vous écoutant, j'ai entendu parler du chanteur, de la corde, du tuyau et du fait que l'écriture est une image. Et est-ce que ça vous va ou ça vous contrarie? Le mot image, c'est de moi. Hein. Oui, mais justement, ça m'intéresse parce que est-ce que la notation n'est pas une image du lieu où se produit le son dans le corps chantant, que ce soit le corps de l'instrument, le corps du chanteur. C'est ce vers quoi je voudrais aller, mais Et du coup, de ce point de vue-là, parce qu'il y a le sensible, il y a l'intelligible, la question du corps, elle n'est pas totalement... Notation comme ce qui articule les deux, en tant qu'image, comme ce qui articule... Et puis, vous avez parlé d'intériorisation, alors... Incorporation... C'est ce vers quoi je voudrais aller, mais il faut le prouver. Alors là, moi, je ferais l'hypothèse quand même que si tu veux, on est quand même, me semble-t-il, plus proche de ce qu'on appelle maintenant notation musicale qu'écriture, me semble-t-il, dans ce que tu nous as proposé. Oui. Et je ferais volontiers l'hypothèse que pour qu'on passe à l'écriture, c'est-à-dire quand même avec Guy d'Arezzo, il faut quand même que tu intrigues ça, effectivement, l'octave, c'est-à-dire que tu intrigues une problématique acoustique, physique, donc une problématique qui redevient... non plus simplement de l'ordre du sensible, mais de l'ordre de l'expérimental. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que ça ressorte du corps. Oui, non, c'est-à-dire parce que l'écriture, elle est complètement abstraite. Par définition, l'écriture, c'est littéral. Alors que là, tu as une littéralité, on a l'impression qui est quand même, d'ailleurs, comme tu l'as dit, plutôt imagée. Non, mais imagée, non, pas une proto-écriture. Elle est trop imagée pour être, à proprement parler, une écriture. Tu veux dire genre hiéroglyphe?
Non, Bravo. mais que oui, enfin, oui, si tu veux, mais Quelque chose enfin, comme ça, oui. oui, mais Ah on bon, voit bien que Ils inventent le haut et le bas, là, quand même, qui est resté. Même Guy d'Arezzo, il ne laisse pas tomber le haut et le bas. non, mais ça c'est une autre affaire. Mais il n'y a pas l'abstraction de la lettre. Enfin, je veux dire. Ben, il y a les signes d'Asian qui sont quand même des lettres. On peut considérer que c'est des lettres. On a l'impression qu'ils ont une fonction figurative, comme tu me l'as expliqué. Il n'y a pas encore. C'est hyper abstrait. Je veux dire, avec deux signes, on fait l'ensemble de l'échelle sonore. Si c'est pas abstrait, ça, je ne sais pas ce que c'est. Si, moi, ça me Bon, semble- ce que je suis. S'il y a encore une question, parce qu'il va y avoir deux autres interventions bien sûr, qui vont être elles aussi. Alors, je ne sais pas comment on fait pour. C'est prometteur et. Merci. Ah non, c'est pas là, c'est. Et l'extension, Je ne suis pas habituée au Mac. Pour la suite, Ah oui, puis s'il y a des Pour- questions. pour, tu changer de partage. Jusqu'à là, C'est des questions dans la salle virtuelle. là, il n'y en Ah, avait pas. oui. Oui, Ah, bah, pardon. Voilà, arrêtez l'enregistrement et on va le relancer après.